Bonjour et bienvenue à toutes les personnes qui se connectent ou qui sont en train de se connecter. Bienvenue dans cette nouvelle session des 60 minutes Inside Softeam Consulting. Et cette fois-ci, on va passer un peu de temps à discuter de l'art difficile de l'identification du client. Donc le concept qu'il y a derrière, un peu les aspects un peu identitaires, philosophiques qu'il peut y avoir. Et ce que je vous propose, on fait un peu comme on fait à chaque fois, le temps que tous les retardataires se connectent, branchent leur casque comme il faut. On va faire une rapide présentation du cabinet pour ceux qui ne nous connaissent pas encore bien. Mais donc, nous sommes Softeam Consulting. Softeam Consulting fait partie de Softeam, c'est la marque conseil et services de DocaPost, donc de la Poste, avec une expertise et conseil pour tout ce qui est projet, formation, certification, tout ce qui est, aide à la gestion et pilotage de l'entreprise, une offre solutions et délégation et une offre de plateforme numérique, mais plateforme y compris avec les outils qui vont avec. Nous sommes une entreprise assez conséquente maintenant. On n'est plus des tout petits challengers. Ça fait plus de 30 ans qu'on existe sous la forme actuelle. Le dernier chiffre audité, c'est plus de 240 millions de chiffres d'affaires. On est présent un peu partout en France avec beaucoup de pôles. Plus de 2200 collaborateurs et on est surtout multispécialiste. Ça veut dire qu'en gros, c'est un mix de produits et de services que nous avons à la disposition de nos clients, donc bancaires, institutions financières, administration, retail et ainsi de suite. Et derrière, tout ça, ça se base sur un mix d'expertise avec de l'expertise intelligence artificielle, sécurité, cloud, maintenant éco-conception et tout ce qui est ESG d'ailleurs, qui est en train d'arriver, le data, l'agilité et tout ce qui est méthodologie, la transformation et les SI dans le sens le plus général qui soit. Et donc nous sommes la branche consulting, donc c'est la partie conseil métier, et nous accompagnons nos clients, nos partenaires dans la transformation. Donc transformation métier parce que voilà, il y a des choses nouvelles à faire, des réorganisations, une transformation réglementaire parce qu'on est obligé de suivre des réglementations. On fait la transformation, l'analyse, l'accompagnement, l'architecture SI. Et bien sûr, parce qu'on fait tout le côté digital, intelligence artificielle, data, robotique, IA et tout ce qui s'ensuit. Donc on est à peu près 200 maintenant. On a une dizaine de directeurs, on a des communautés, on a des événements. Et en fait, aujourd'hui, on va faire cette présentation avec Mathieu Constant, voilà, ça fait très très longtemps qu'on travaille ensemble, et qui est notre spécialiste de tout ce qui est solutions et organisation informatique. Donc peut-être que tu peux te présenter quelques secondes. Oui, écoute, tu l'as bien fait, merci Yanouche. Donc en fait, effectivement, je fais partie du groupe Softeam depuis bientôt 14 ans. Alors en fait, je suis arrivé par Sungal Global Services qui a été racheté par Softeam en 2012, mais moi j'étais déjà présent depuis 2011. Et donc au sein de l'entité conseil depuis 2017. Et je m'occupe notamment, en fait, il se trouve qu'au sein de l'entité conseil, on a des gens qui ont des profils assez expérimentés dans différents domaines, beaucoup de domaines métiers. Et moi, j'ai un peu cette particularité, c'est que j'ai plutôt roulé ma bosse du côté transformation SI à ce titre-là. Je participe aux différentes communautés, notamment communauté intelligence artificielle. J'ai intervenu beaucoup sur des projets data. J'ai une fonction à la fois de direction de projet et d'architecte. Et donc, je m'occupe de tout ce qui est offre, transformation des systèmes d'information. Très bien. Écoutez, on va pouvoir enchaîner. Alors, on est beaucoup plus nombreux que tout à l'heure, donc ça, c'est très bien. En fait, je vais te passer la parole assez rapidement. L'idée, c'est on parle de l'identité, de l'art difficile de reconnaître, de connaître un client. Donc, je te donne la parole, Mathieu. Écoute, merci Yanouche encore une fois. Donc effectivement, hein, l'art d'identifier un client, c'est une question absolument d'actualité aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on voit que depuis quelques années maintenant, on a une véritable explosion en fait du nombre de démarches qui sont aujourd'hui réalisées en ligne, hein, via Internet. Hein, depuis toutes les démarches administratives notamment. Aujourd'hui, en fait, on a une digitalisation croissante en fait, de tous les process, hein, que ce soit pour réaliser n'importe quelle formalité administrative, que ce soit pour consulter, pour payer ses impôts, faire sa déclaration d'impôt, que ce soit pour faire une demande de titre d'identité, etc., même s'il y a des choses qui doivent nécessiter une présence physique, on le verra plus tard.
C'est le cas aussi également pour la souscription de contrats en ligne. Aujourd'hui, donc on dispose de solutions numériques qui permettent, via la signature électronique, en fait, d'avoir des parcours complètement digitaux. Aujourd'hui, je veux dire, ça fait partie de l'expérience quotidienne de tout un chacun de réaliser toutes les opérations bancaires en ligne. Ça va jusqu'à la souscription de taux complète de crédit immobilier en ligne. C'est quelque chose qui quand même est très engageant. Bien évidemment, en fait, on a toute la partie e-commerce, les achats, les paiements en ligne, etc. Et évidemment, je veux dire, il y a toute l'activité, je dirais, au-delà de ça, enfin tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux, quelque chose qui est, je dirais, en croissance exponentielle également. Donc, et qui est très important en fait parce que ça donne lieu aussi, je dirais, potentiellement à un certain nombre de problèmes, de dérives qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc, parallèlement à cette explosion, en fait, on va dire, de digitalisation de processus et d'interaction en ligne, on voit qu'on a dans le même temps une démultiplication des cas de fraude. Alors, ça peut être quoi? Ça va être le vol de données personnelles. Alors, c'est vrai qu'on a tous un petit peu l'habitude je dirais, d'utiliser couramment en fait et de mettre nos données personnelles lors de les saisir lors de différentes procédures, mais il faut être très très vigilant. Pourquoi? Parce que à partir de ces données qui déjà ont une valeur pour les entreprises, en fait, il est possible effectivement de monter un certain nombre d'opérations frauduleuses. Il y en a une qui est connue, en fait, qui se développe beaucoup aujourd'hui, c'est l'escroquerie au faux conseiller bancaire. Quelqu'un vous appelle, se fait passer pour, en utilisant la technique du spoofing pour faire croire qu'il vous appelle depuis le numéro de votre conseiller bancaire. Donc c'est vraiment le numéro de votre agence qui vous appelle. Là, vous avez quelqu'un qui connaît vos données personnelles, quelqu'un qui connaît votre nom, votre adresse, votre date de naissance, presque même le prénom de vos enfants et l'âge de vos enfants. Et à partir de là, en fait, il vous raconte tout un tas comment dirais-je, de choses vous disant que vous êtes la victime d'une escroquerie, alors qu'en fait, l'escroc, c'est lui. Voilà. Donc, typiquement, c'est le cas classique. Après, vous avez toutes les problématiques d'usurpation d'identité. Usurpation d'identité. Donc, quelqu'un qui va utiliser vos données personnelles pour souscrire des contrats en votre nom et qui, du coup, ça va vous engager. D'accord? Et enfin, vous avez également, donc on parlait des réseaux sociaux, c'est tout ce qui est, on va dire, chantage, atteinte à la réputation de la personne, deepfake, etc., etc. Et ce qu'on peut voir aussi, quelque chose qui est très important, c'est que l'arrivée de l'intelligence artificielle, notamment l'intelligence artificielle générative, qui permet de générer du texte, qui permet de générer de la photo et des vidéos, je dirais, accroît considérablement les risques de fraude, en fait, et les possibilités. Donc, à partir de là, il est nécessaire en matière de sécurité, de repenser complètement effectivement toutes ces choses-là et de mettre en place des solutions qui permettent effectivement de garantir la sécurité des personnes, la sécurité des organisations, etc. Donc les vérifications en fait qui sont importantes au regard de ça, c'est quoi? Déjà, en fait, lorsqu'on fait une opération en ligne, il faut s'assurer de l'identité de la personne. Ça paraît simple, mais en réalité, on va voir un petit peu plus loin que ça soulève des questions hautement philosophiques et hautement complexes. Il faut s'assurer également, en fait, de la personne, de la probité de la personne. C'est ce qu'on appelle le KYC. En fait, ça s'inscrit dans le cadre de la lutte anti-blanchiment et la lutte contre le financement du terrorisme. Donc, s'assurer que la personne a des activités, on va dire, qui sont licites au regard des contrats qu'elle veut souscrire. Et pour cela, effectivement, tout ce qui se fait en ligne, quand on n'est pas en présence de la personne, je dirais, ça soulève une difficulté supplémentaire, parce que la personne se trouve protégée derrière son ordinateur, on pourrait dire, alors que quand on est en face de la personne, elle prend un risque plus important, forcément. On a également ce qu'on appelle la vérification de l'adéquation et de la convenance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire s'enquérir pour, typiquement un conseiller bancaire ou quelqu'un d'autre, que ce qu'on propose à la personne est bien en adéquation avec ce à quoi elle peut souscrire. Est-ce que je ne vais pas proposer à quelqu'un un produit qui est trop risqué au regard de ses compétences financières, etc. Est-ce que je ne vais pas proposer à quelqu'un quelque chose qui ne correspond pas à sa sensibilité, notamment en ce qui concerne tout ce qui est respect de l'environnement, respect des valeurs sociétales, etc., etc. D'accord? Et enfin, le dernier élément qui est tout aussi important et qui, je dirais, plus en voie d'émergence aujourd'hui, mais qui est particulièrement crucial, c'est la vérification de la capacité et du consentement de la personne. Est-ce que la personne, en fait, je dirais, fait les choses en toute conscience? Est-ce qu'elle est consciente de ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle n'est pas sous l'effet d'une altération du jugement, soit pour des raisons médicales, soit parce qu'en fait, elle est, je dirais, temporairement, elle a pris une substance, en fait, qui modifie, en fait, son état de conscience, par exemple. Donc, c'est des choses qui peuvent
relativement, enfin, facilement se vérifier quand on est en présence physique de la personne, mais quand la personne est à distance, c'est d'autant plus compliqué. Alors, donc on voit que de ce point de vue-là, on a des questions essentielles qui se posent, typiquement, donc vérifier l'identité de la personne, d'accord? Donc, pour ça, on est obligé de s'appuyer sur un certain nombre d'éléments. Ces éléments, je dirais déjà, il faut déterminer, savoir qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui de décider, de dire si on a affaire à la bonne personne. Quand on a la personne en face, il y a des choses qui se font par le biais de la communication non verbale, hein, une vérification de l'adéquation du visage, etc. Alors, c'est jamais fiable à 100%, mais ça paraît relativement facile. Quand la personne est cachée derrière un écran, il y a tout un tas de possibilités qui s'ouvrent à des escrocs potentiels qui sont plus difficiles en fait à détecter. D'accord? Une personne peut vouloir dissimuler les aspects importants dans la relation, c'est-à-dire de cacher un certain nombre d'éléments essentiels. Typiquement, dans le cas du KYC, effectivement, elle peut falsifier des documents, elle peut, je dirais, plus facilement, je dirais, ne pas mentionner des éléments qui sont déterminants pour pouvoir souscrire tel contrat, telle offre, etc. La personne peut ne pas disposer des éléments qui lui permettent d'apprécier les risques en fait, auxquels elle s'expose en souscrivant à un contrat. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, la vérification de l'adéquation en fait, de la capacité de la personne à souscrire un contrat. Et enfin, je veux dire, la personne peut être sujette à une modification de sa personnalité, de son état de conscience. Voilà. Hein, donc, ça fait partie donc, des questions qu'on a vues. Bon, au-delà de ça, en fait, il faut savoir que tous ces aspects-là font l'objet d'un certain nombre de réglementations, hein, donc on abordera en fait dans un deuxième temps, qui permettent de s'assurer de la sécurité des transactions, hein, de garantir que l'on a bien la personne en face, qui permettent également de garantir la protection du consommateur contre, je dirais, l'inadéquation de ce qu'on lui propose par rapport à ce qu'elle souscrit, par rapport à l'usurpation d'identité, etc., qui permettent également de protéger la société dans son entièreté, bien évidemment, hein, parce que, je dirais, la multiplication des fraudes en ligne, ça représente un coût qui peut être très important, et en même temps, ça permet de répondre, cette réglementation et les solutions qui l'accompagnent, à une très forte demande sociétale, parce que, comme je le disais, il y a une explosion du nombre de processus qui se font en ligne, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. C'est ça, exactement. Alors maintenant, si on regarde ce que c'est que l'identification de la personne, alors, comme je disais, c'est une question très complexe. Parce que quand on se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que, finalement, qu'est-ce qui détermine l'identité d'une personne? Alors il faut savoir que cette question, qui est une question philosophique profonde, n'a pas véritablement de réponse aujourd'hui. En fait, qu'est-ce qui fait que vous êtes vous? Qu'est-ce qui fait que je suis moi? Qu'est-ce qui fait que je suis moi, je ne suis pas Yanouche qui est à côté de moi, hein? Eh bien, finalement, cette réponse-là, en fait, beaucoup de philosophes se sont posé cette question et n'ont pas apporté de réponse définitive, hein. Si on prend le cas d'une des personnes les plus connues d'aujourd'hui, qui s'appelle David Chalmers, hein, qui a écrit The Conscious Mind, hein. Alors, vous pouvez essayer de le lire, il est très compliqué. En français, on ne trouve plus la traduction aujourd'hui, hein, je l'ai cherché, mais alors j'en ai trouvé un exemplaire, mais c'était quand même 500 euros, c'était un petit peu cher. Et en anglais, c'est d'un tel niveau d'abstraction que c'est très compliqué. Il est très compliqué de rentrer dedans, mais très intéressant au demeurant. Ce qu'il apparaît, il a défini ce qu'on appelle le problème dur de la conscience. Le problème dur de la conscience, ça veut dire qu'est-ce qui fait que je suis moi, que je ne suis pas quelqu'un d'autre, ou la personne qui est à côté de moi. Et finalement, en fait, ce n'est pas ce par quoi les gens me perçoivent. D'accord? Que ce soit tout ce qui est physique, que ce soit le comportement, que ce soit tout ce par quoi les personnes extérieures me définissent, c'est pas ça qui fait que je suis moi. Et effectivement, on pourrait imaginer une expérience fictive qu'on appelle l'expérience du clone parfait, qui consiste à dire, imaginons qu'on soit un petit peu comme dans Star Trek. Vous savez, vous connaissez tous ce genre d'épisode dans lequel quelqu'un se fait désintégrer d'un côté, se fait reformer de l'autre, d'accord, à l'identique. Ben, imaginons qu'on ait une machine comme ça, une photocopieuse. Bien évidemment, ce n'est pas possible aujourd'hui, ce sera peut-être jamais, et ce n'est pas souhaitable, mais on verra que dans le monde numérique, les choses sont un petit peu différentes. Imaginez qu'on puisse faire une copie parfaite de vous-même, en fait, à côté de vous à l'instant T, comme ça, à l'atome près, hein. On va dire c'est vraiment la même chose. Et bien là, on pourrait se dire que entre ces deux personnes, qu'est-ce qui permet à quelqu'un de l'extérieur de vous différencier tous les deux? Par définition, en fait, il serait absolument impossible à n'importe qui d'extérieur de dire qui est qui. C'est-à-dire s'il n'y avait pas la traçabilité depuis le moment où on a fait la copie, les composantes extérieures physiques seraient identiques, et je dirais même jusqu'au souvenir de la personne, qui serait encodé de la même manière, jusqu'au comportement, jusqu'aux capacités de la personne, tout serait strictement identique. Et je dirais même, pour aller plus loin, même pour la personne qui a été copiée, celle-ci serait de bonne foi persuadée d'être l'original. C'est-à-dire qu'elle aurait exactement les mêmes souvenirs,
elle aurait le même comportement, les mêmes réflexes, et donc chacun serait, aussi bien l'original que la copie, complètement persuadé d'être l'original, et le défendrait mordicus en étant parfaitement de bonne foi. Donc finalement, ce qui vous définit, vous, en tant qu'identité unique, c'est quelque chose qui est purement subjectif et qui est totalement indémontrable vis-à-vis du monde extérieur. D'accord ? Donc voilà. Alors finalement, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? On est obligé de s'appuyer sur un certain nombre de données, typiquement. Alors les données sur lesquelles on s'appuie, ça peut être... Alors, classiquement, on a les données d'identité, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance. Mais ça, c'est notablement insuffisant. Alors, ça a été utilisé pendant très longtemps. Il faut savoir qu'en France, vous avez 4000 personnes qui partagent même nom, même prénom, même date de naissance, même lieu de naissance, même sexe. Vous en avez 4000 en France. D'accord ? Et ça a devenu quelquefois des situations cocasses. Il est déjà arrivé, moi j'ai travaillé pour la NTS, des cas d'une personne qui a été déclarée décédée dans le SNPC, Système National de Gestion du Permis de Conduire, parce qu'ils ont croisé ça avec l'INSEE, une personne qui était comme elle, qui était décédée, etc. La personne, un jour, va en préfecture, demande le renouvellement de son permis, on lui dit « Monsieur, ce n'est pas possible car vous êtes décédé ». Et je peux vous dire que la résurrection n'est pas un processus qui est prévu au titre des procédures administratives, et du coup, c'est très compliqué quand ça vous arrive. D'accord ? Donc les données d'identité. Vous avez après l'apparence physique. Alors, quand je dis l'apparence, je ne dis pas les données physiques dures comme les données biométriques qu'on verra plus tard, mais l'apparence physique, photo, taille, poids, ça c'est quelque chose qui change avec le temps. Alors on peut s'appuyer dessus, mais c'est pas quelque chose de sûr et certain. Après vous avez les données biométriques, bien évidemment, donc l'empreinte, l'iris, le visage. Donc ça c'est quelque chose effectivement qui est sûr, qu'on ne peut pas changer sur soi. Par contre, c'est quelque chose qui est usurpable dans le cadre d'une relation à distance. Quelqu'un peut très bien fabriquer un faux doigt d'une personne, un faux iris, etc. Vous avez l'ADN, mais l'ADN, ça c'est quelque chose... on ne va pas demander à quelqu'un de faire un prélèvement ADN quand il veut souscrire un contrat en ligne, d'accord ? Et enfin, vous avez aussi la personnalité, le comportement. Ça fait partie notamment des technologies émergentes qui sont utilisées dans le cadre d'un certain nombre de sécurisations pour sécuriser notamment la validation du consentement de la personne, etc., etc. Très bien. Alors, ce qu'on peut dire sur l'usurpation d'identité. Alors déjà, l'usurpation d'identité, c'est une histoire ancienne, puisque quand on regarde même dans la Bible, on s'aperçoit que dans la Genèse, vous avez le premier cas d'usurpation d'identité qui soit connu, on va dire, dans l'histoire, c'est Jacob qui usurpe l'identité de son frère, Ésaïe, en fait, pour obtenir la bénédiction paternelle. D'accord ? Il faut savoir que à l'époque, il y avait ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Alors, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais bon, c'était comme ça. Et une fois qu'on avait obtenu la bénédiction, cette bénédiction était irrévocable. Donc, ce qui veut dire qu'à partir du moment où Jacob a réussi à obtenir cette bénédiction, du coup, Ésaïe, lui, s'était fait avoir concrètement. Et voilà, c'était quelque chose de définitif. Donc pour ça, en fait, il a imité effectivement, pas l'apparence physique, parce que son père était aveugle, justement, mais il a imité la voix, il avait une idée, etc. Donc ça, c'est le premier cas. Un peu plus loin dans l'histoire, vous avez l'affaire Martin Guerre. Donc Martin Guerre, c'était dans les années, c'était au XVIe siècle, dans les années 1550. Donc Martin Guerre, c'était un paysan, en fait, donc qui pour une raison judiciaire, là, il avait volé du grain, je crois, à son père, etc. Il a dû quitter sa famille, etc. Et au bout de quelques années, il y a quelqu'un qui est revenu et qui s'est fait passer pour lui. Et il s'est fait passer pour lui, mais pendant 3 ans, alors il a réussi à duper sa famille, sa femme. Alors il y a des historiens qui pensent que sa femme a peut-être été plus ou moins, parce que c'est quand même bizarre. Mais bon, en tout cas, il a réussi auprès de sa femme de se faire passer pour Martin Guerre, et auprès de sa famille, de ses amis, etc. Et ça a duré à peu près 3 ans. Et tout ça sur fond de conspiration politique, de guerre entre catholiques et protestants, parce que derrière, il y a eu, effectivement, ça a été jugé, effectivement, Jean de Coras, en fait, qui avait organisé le procès, qui se retrouvait désavoué quand le vrai Martin Guerre est apparu au dernier moment, etc. Ça s'est politisé. Voilà, donc ça s'est politisé, etc. Plus près de nous, vous avez, vraiment, notre époque, Matthew Kérin, donc c'est un Américain, en fait, qui a réussi à usurper l'identité d'un ex-collègue de travail pendant 35 ans. Vous imaginez, 35 ans, il a pris la place de quelqu'un d'autre, il a souscrit, en fait, des crédits au nom de cette personne, etc. Il se trouve que son ancien collègue était devenu plus ou moins EDF, le pauvre, etc. Mais au bout d'un moment, en fait, il s'est aperçu qu'il y avait des crédits qui étaient faits en son nom, etc. Et au moment où le vrai a voulu faire part de sa véritable identité, de montrer que l'autre, que son identité avait été usurpée, lui-même a été accusé d'usurpation d'identité. C'est-à-dire qu'on était dans le monde à l'envers. Non seulement il était accusé, mais en plus il a été interné et mis en prison pendant plusieurs années. Et donc il a fallu un test ADN pour rétablir la vérité.
d'accord? Encore plus près de nous, donc ça c'est une affaire encore en cours, vous avez peut-être entendu parler aux actualités, c'est quelqu'un qui s'appelle Christian, alors je ne donne pas son nom parce que le pauvre déjà il est sous le coup d'une usurpation d'identité, donc on ne va pas aller plus loin, et donc qui s'est retrouvé fictivement gérant d'une société de location de voitures et qui se retrouve à recevoir à peu près 2-3 PV tous les jours, en fait, et on lui demande de payer, et donc il en a reçu à peu près 200 en 6 mois, et ça continue encore, soi-disant à la tête d'une flotte de 3000 véhicules qui sont tous à son nom, et qui a toutes les peines du monde, en fait, à justement, comment dirais-je, à rétablir la vérité. On estime qu'aujourd'hui, à peu près 200 000 Français seraient victimes d'une usurpation tous les ans, en fait, une usurpation d'identité. Et ça, ce sont des chiffres officiels, hein, ça, vous pouvez trouver ça sur le site gouvernemental, hein, Mon Identité. En fait, effectivement, ce sont des statistiques officielles. Et vous avez, en fait, à côté de ça, ce qu'on appelle aussi les erreurs d'identité, dans ce que je disais, typiquement le cas du SNPC. Alors, avec l'explosion, avec l'arrivée de l'IA générative, ben, on a, je dirais, une démultiplication en fait des cas de ce qu'on appelle les deepfakes. Les deepfakes, c'est quoi? C'est des gens qui, en utilisant l'intelligence artificielle, vont générer des fausses photos, des fausses vidéos, quelquefois de personnalités connues. On a eu le cas, par exemple, en 2003 avec Volodymyr Zelensky, hein, avec une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux montrant Volodymyr Zelensky demandant aux combattants d'arrêter le combat. Typiquement, bon, il se trouve que les vidéos étaient de mauvaise qualité, donc ça n'a pas tellement fait long feu à l'époque, mais on voit qu'aujourd'hui, la puissance de l'IA est de plus en plus impressionnante, d'accord? On a eu le cas aussi lors des élections américaines, hein, en février 2024, donc pas en février 2024, en janvier 2024, donc des gens qui ont reçu un faux appel de Joe Biden leur demandant de ne pas se rendre au bureau de vote, d'accord? Dans le domaine privé, donc on a eu en février 2024 un groupe d'escrocs qui a réussi à subtiliser 24 millions d'euros à une entreprise de Hong Kong, en fait, en utilisant ce qu'on appelle l'arnaque au président. Oui. Voilà, exactement. En fait, et en utilisant des fausses vidéos générées par l'intelligence artificielle. Et dernièrement, on a le chanteur Florent Pagny, pareil, en fait, qui a été, victime d'une usurpation d'identité. Mais voilà, ce qui est important, que vous soyez un personnage biblique ou Florent Pagny, vous êtes tous potentiellement victimes. Voilà, exactement. Alors, oui, pardon. Alors, l'identité. Alors, déjà, en fait, prouver son identité, en fait, ça s'appuie quelque part sur ce qu'on appelle une chaîne de confiance. Une chaîne de confiance, c'est-à-dire qu'il y a au départ, je dirais, un élément central, hein, qu'on appelle l'enrôlement régalien, mais que tout derrière, il y a toute une chaîne. Et il suffit qu'un élément de la chaîne soit compromis pour compromettre, je dirais, toute la confiance derrière. Alors, c'est quoi l'enrôlement régalien? L'enrôlement régalien, c'est un service, c'est un acte fondamental, en fait, de l'État, en fait, qui consiste à reconnaître officiellement l'identité d'un individu, en fait, ce qui va lui conférer un certain nombre de droits, de devoirs aussi, en fait, et à lui délivrer à ce titre un titre, lui délivrer une carte nationale d'identité ou un passeport qui atteste cette reconnaissance. Alors pour cela, en fait, bien évidemment, ça passe par un processus qu'on appelle l'enrôlement, en fait, et qui comporte un certain nombre de sécurités. Alors bien évidemment, tout n'est pas totalement inviolable, mais je dirais, on considère aujourd'hui que la sécurité est suffisamment forte pour se prémunir contre les usurpations d'identité, même s'il existe des cas, en fait, de personnes qui ont réussi à passer au travers des mailles. Hein. Donc déjà, en fait, il y a ce qu'on appelle la présence physique obligatoire. Donc ça, en fait, quelqu'un qui veut se faire remettre un titre d'identité, il a obligation, aujourd'hui, alors il peut faire ce qu'on appelle une pré-demande en ligne, mais à un moment donné, il va falloir qu'il se présente physiquement, en fait, devant un représentant de l'État, donc une personne qui est assermentée. Donc ça aussi, c'est un autre niveau de sécurité, que c'est que la personne qui va valider la présence physique de la personne est une personne qui a prêté serment, d'accord? Ce qui veut dire que si jamais, en fait, consciemment, elle a failli à ses fonctions, elle aura des conséquences d'autant plus graves, d'accord? Il va y avoir demande d'une copie d'acte d'état civil, d'accord? Donc une copie d'acte d'état civil ou le livret de famille, qui est souvent demandé pour une première carte d'identité. Lorsqu'il s'agit d'une première carte d'identité et que la personne est mineure, il va y avoir également la demande du passeport ou de la carte d'identité du représentant légal. D'accord? Donc ça, c'est la chaîne de confiance, parce que la carte d'identité, le passeport du représentant légal, lui-même a suivi les mêmes procédures. Donc en fait, on s'appuie sur toute une chaîne comme ça de confiance. D'accord?
la photo d'identité du titulaire qui respecte des normes extrêmement strictes. Hein. Donc moi j'ai travaillé typiquement en fait à la NTS par exemple comme je disais, et à un moment donné on nous demandait de valider en fait les photos d'identité de gens qui demandaient le permis de conduire. Et je peux vous dire que le moindre non-respect des normes de sécurité sur la photo est systématiquement écartée, on en demande une nouvelle, etc. Et enfin les empreintes digitales en fait du titulaire. Alors il y en a qui pourraient se dire, oui, mais pourquoi est-ce que finalement, on ne va pas demander à la naissance un prélèvement ADN de chaque personne, de chacun d'entre nous, pour être sûr finalement de l'identité de la personne? Parce que ça, à la limite, on dirait, ben, si on fait ça, au moins on est sûr, c'est incorruptible, etc. Eh bien ça fait partie des données en fait, que l'on considère des données personnelles à caractère particulièrement sensible. Il est absolument interdit par la réglementation, donc c'est l'article 9 du RGPD, qui interdit l'usage des données de l'ADN en fait, pour ce genre de choses. D'accord. Donc ça ne peut être utilisé que dans le cadre de processus, notamment en procédure judiciaire, en fait, qui sont strictement encadrés. Donc une fois que l'enrôlement régalien a été effectué, qu'on a obtenu un titre d'identité, ben, je dirais derrière on a l'enrôlement privé. L'enrôlement privé, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout ce qui vous permet notamment de souscrire un nouveau contrat, hein, d'ouvrir un compte en banque, etc. Ça fait partie dans le cadre de l'ouverture d'un compte en banque, ce qu'on appelle le KYC, Know Your Customer, qui permet de s'assurer, de l'identité du client. Hein, j'ai bien affaire à une personne qui existe, qui a une véritable identité, qui a été reconnue par un État régalien, dans le cadre d'un enrôlement régalien, etc. Mais en plus, je fais un certain nombre de vérifications supplémentaires pour vérifier que cette personne n'a pas été compromise dans le cadre de fraude, dans le cadre de blanchiment et dans le cadre de financement du terrorisme, typiquement. D'accord ? Alors, sur le volet identitaire, qu'est-ce qu'on demande en fait dans le cadre de l'enrôlement privé? On va demander typiquement la carte d'identité, le passeport ou carte de séjour. Donc qui a fait l'objet d'un enrôlement régalien. On va demander une facture, en fait, un justificatif de domicile plus exactement. On va demander la signature de la personne qui permettra derrière de sécuriser les opérations, encore une fois. Et alors là, derrière, on a le cas où si la personne est en agence ou si jamais cette personne fait son opération en ligne. En agence, en fait, on va y avoir vérification de la pièce d'identité de la personne. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait relativement naturellement. Et une vérification visuelle par le conseiller bancaire de l'adéquation entre le titre d'identité et la personne. D'accord. Derrière, en tâche de fond, il y aura une vérification de la validité du titre auprès d'un fichier qu'on appelle le RNIPP, qui permet de vérifier que le titre n'a pas été volé ou qu'il s'agit simplement d'une véritable identité. Et ça s'appuie sur des preuves cryptographiques qui sont totalement inviolables. D'accord. Et en fait, vous avez à distance. Alors, quand on est à distance, en fait, là, les choses se corsent parce qu'il y a des choses qui sont plus difficilement vérifiables. Donc là, on va vérifier cette fois-ci un scan de la pièce d'identité avec vérification de la validité auprès du RNIPP. On va prendre une photo du visage, mais là, la photo du visage, elle n'est pas forcément fiable avec l'intelligence artificielle. Donc là, on va vérifier typiquement qu'on a véritablement une personne en face. Donc on va voir des solutions qui permettent de vérifier. Déjà, on ne va pas prendre qu'une photo, on va prendre une vidéo. On va demander à la personne de réaliser quelque chose qu'elle ne peut pas avoir anticipé pour être sûr de ne pas être face à une vidéo qui aurait été enregistrée. Et donc qui permettra de contrôler que, on a bien une personne en face, qu'elle est là au moment de la souscription du contrat. Et 3, en fait, on n'a pas affaire à quelque chose qui a été tout simplement généré par l'intelligence artificielle, même en temps réel. D'accord? Et enfin, on peut faire appel à une signature électronique certifiée. Donc, on peut, voilà, donc c'est très très intéressant. Vous voyez, c'est un peu cette gestion des différents enrôlements, des différents usages. On a vu le côté régalien, on a vu le côté privé, et n'oublions pas que derrière tout ça, derrière le côté un peu identitaire, personnel, le besoin de connaître son client, de connaître la personne que nous avons en face de moi, c'est vraiment un besoin opérationnel pour les entreprises, pour les administrations, pour n'importe qui, pour les associations, à la limite les écoles. C'est connaître le client, ses préférences, ses capacités. On rentre vraiment quelque part dans un monde beaucoup plus classique, on va dire, du commerce. C'est je veux connaître ma clientèle pour la segmenter, faire les meilleures offres au meilleur prix. Connaître les comportements, c'est les comportements actuels, les comportements futurs, les évolutions. C'est comment moi-même je vais me transformer, je vais m'adapter en fonction de ce qui va arriver.
Voilà, si je sais que les gens vont acheter des cadeaux pour Noël, quelque part, je vais pouvoir anticiper la production dès septembre. Voilà, ça c'est le cas simple. Il y a peut-être d'autres signaux faibles qui vont me permettre de mieux connaître, mieux anticiper ma production en connaissant mes questions, enfin je veux dire mes questions, mon environnement. Et puis voilà, l'élaboration des offres, des services, les personnes changent. Ça peut être à tout point de vue, c'est intéressant de se dire je connais ma clientèle et donc je m'adapte, j'évolue en fonction de ça. Avec les problématiques de qualité de données, d'éventuellement, comme disait Mathieu, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et puis tout ce qui est, on va dire, cybercriminalité au sens le plus large qui soit, la pollution de mes propres données par des informations malveillantes. Donc ici on croise de tout. On a l'intelligence artificielle, on a du big data, nous avons le RGPD et nous avons des questions à très très forte charge philosophique. Donc voilà, donc ça c'est un peu le cadre général, comment ça fonctionne, mais derrière ces questions philosophiques, j'insiste, les questions de qui suis-je et qu'est-ce qu'une personne, c'est une question philosophique qui a fait en moyenne plus de morts que les accidents de la route. Quand on regarde un certain nombre de guerres de religion, de querelles philosophiques, historiquement, c'est quelque chose, c'est pas de la philosophie de comptoir, c'est la philosophie pratique, et c'est d'autant plus pratique que c'est réglementé, il y a un cadre derrière. Donc on va vous présenter les quelques textes juridiques, enfin réglementaires les plus importants à connaître. Peut-être la clé de voûte ou l'épine dorsale, enfin je ne sais pas comment appeler ça, c'est quelque chose, c'est une directive européenne qui s'appelle eIDAS. C'est sur tout ce qui est... en fait, ça encadre deux choses. Deux, ça donne un statut juridique aux contrats qui sont faits à distance et par la voie électronique. Donc d'une part, c'est qu'avant, on ne savait pas bien comment gérer ça. On était un peu au niveau du parchemin, des tablettes de cire, des choses comme ça. Maintenant, on ajoute la signature électronique et la validité des contrats électroniques dans la panoplie de ce qui est juridiquement acceptable, opposable, tout ce qu'on veut. Et ça donne aussi, comme toute directive, vous connaissez un peu connaître les 60 minutes, donc on parle des directives, on va parler rôles et responsabilités, niveau des risques, reporting, des choses comme ça. Ça c'est pareil. On va définir les rôles et responsabilités, et en particulier les gens qui vont pouvoir donner le socle technique à les certificats techniquement, lors d'une vérification d'identité, il faut qu'ils respectent un certain nombre de règles. Ils ont des engagements à faire, ils ont des règles d'audit à traiter à leur niveau à eux, et surtout ils doivent être nécessairement interopérables entre eux et donner des garanties en fonction du niveau de sécurité auquel ils s'engagent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un contrat signé par un Allemand et un contrat signé par un Espagnol, quelque part, à la fois, ils sont juridiquement de même égalité, mais surtout en termes de sécurité des contrats, c'est quelque chose qui est équivalent. Donc en tout cas, voilà, c'est ça le socle. C'est très, très, très technique, mais c'est quelque chose, c'est à partir de la directive eIDAS qu'on a pu réellement développer les questionnements sur l'identité, sur les engagements par la voie électronique. Et sachez que c'est quelque chose qui est en constante évolution, et la prochaine version, c'est pour fin 2026, avec encore plus de précision, encore plus de règles. Donc n'hésitez pas à regarder, là on a 60 minutes pour faire le tour de toute la question, donc forcément c'est un peu frustrant. Mais voilà. L'enjeu, c'est vraiment de garantir un même niveau de confiance, quel que soit le pays d'Europe, en fait, Exactement. au niveau des différentes opérations effectuées en ligne. C'est ça. Donc au-delà de ça, il y a quelque chose qui nous a énormément aidé, mais sans le faire exprès à la limite, c'est la deuxième directive sur les services de paiement, la PSD2, qui a, une fois pour toutes, donné des précisions très technico-pratiques sur ce que c'est que l'authentification forte, en quoi ça consiste. Et surtout, au-delà des précisions, c'est quelque chose qui a gravé ça dans le marbre. Et en fait, c'est ce que disait Mathieu tout à l'heure, c'est que l'authentification forte, ou l'authentification à 2 facteurs, ou multifacteurs, voilà, c'est que philosophiquement, une personne, c'est la conjonction de tout ce que l'on sait, de tout ce que l'on possède. Donc on sait, je connais un mot de passe, je connais un code PID, j'ai une question, voilà, j'ai le nom de mon premier chien, des choses comme ça, c'est moi. C'est tout ce que je possède. Ça peut être un smartphone, un token, une carte, je ne sais pas, une carte, un passeport typiquement. Et quelque part, mes caractéristiques physiques, c'est ce que je suis. C'est mes empreintes digitales, mon ADN, la reconnaissance faciale. Et ce que dit la loi, c'est que pour authentifier un client à distance, il faut prendre 2 facteurs, mais 2 facteurs de catégories différentes. Donc typiquement, login mot de passe, c'est interdit. Parce que login mot de passe, c'est ce que je sais et ce que je sais. Donc ça, c'est pas possible. Par contre, mot de passe plus
utilisation d'un smartphone, un smartphone qui est identifié préalablement comme étant mon smartphone et je reconnais le smartphone, ça c'est autorisé. Je peux avoir mon empreinte digitale plus le smartphone. Ça c'est autorisé. Mais je ne peux pas avoir mon empreinte digitale et l'empreinte de l'iris. Ça, c'est ce que je suis et ce que je suis. Donc, Typiquement, pour illustrer ce que tu disais, en fait, tout à l'heure, on dit qu'est-ce que l'identité et ce que l'on est finalement. En fait, on voit que c'est notoirement insuffisant, en fait, parce que la biométrie, tout ça, c'est ce que l'on est. Les deux clones parfaits, ils partagent ce que l'on est complètement. Pourtant, c'est deux personnes distinctes. Donc, il faut un autre facteur. Et ils n'ont pas le même smartphone, pas le même secret aussi. Voilà. Exactement. Donc c'est là où on les coince, voilà. C'est les clones parfaits, voilà. C'est là où la Commission européenne les a coincés. Mais alors c'est là aussi, si vous voulez passer du temps, c'est que c'est une question philosophique qui date du Moyen Âge. C'est qu'est-ce qu'une personne, quelle est la vraie nature des saints, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à creuser, vous perdrez beaucoup de temps par rapport à lire bêtement les directives et les textes techniques des directives. Vous avez un autre domaine complémentaire aussi qui vient du monde de la finance, parce que vous voyez PSD, EIDAS, c'est des choses qui sont, voilà, les banquiers l'utilisent, mais c'est pas nécessairement lié à la banque. C'est vraiment, c'est y compris pour le commerce, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui est explicitement critique pour les banquiers, c'est la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Là, sans rentrer dans les chiffres, voilà, il y a des parties énormes qui sont liées au financement du terrorisme, plus le blanchiment d'argent. Ces chiffres, ils sont probablement vrais, mais probablement ils n'incluent pas toutes les sanctions sur la Russie et le Bélarus que nous avons aujourd'hui, qui posent un problème encore plus important de connaissance de nous-mêmes, connaissance de nos clients, parce que c'est des gens qui sont proches, qui sont à côté. Voilà, jusqu'à récemment, on faisait beaucoup de commerce avec ces pays-là. Mais en tout cas, voilà, on a cette problématique d'interdire les transactions qui ont une finalité économique qui est considérée comme illégitime. Les questions se posent encore plus avec les aspects de crypto-monnaie. La crypto-monnaie, par construction, c'est quelque chose qui est crypto, qui veut cacher, c'est quelque chose qui sort du cadre, justement, avec un tiers de confiance, des choses comme ça. Mais on est obligé de le connaître. Donc, les banquiers, à la fois, donc, ont l'interdiction d'utiliser, de prêter leurs services à des clients ou des usages, des finalités qui sont interdites. Mais ça veut dire surtout une interdiction très forte de mettre en place ce contrôle-là. C'est ce qu'on appelle le KYC. Alors, j'ai oublié, les amendes pleuvent et les amendes se comptent en milliards. Là, on a donné les dernières amendes les plus importantes. Le record du monde, c'est quand même, c'est nos amis BNP Paribas, 9 milliards d'euros, plus un projet de remédiation très très lourd, parce que quelque part, la banque a réussi à prouver que finalement, elle était de bonne foi, que c'était quelque chose qui n'était pas si volontaire que ça. Mais vous voyez, quelque part, de bonne foi, un grand établissement, c'est quand même 9 milliards. Donc on a cette obligation, le KYC, Know Your Customer, avec la connaissance fine de ce que c'est que le client, pour empêcher l'infiltration des fonds dans l'économie légale, pour identifier le financement des activités terroristes. Quand je dis attention terroriste, aujourd'hui ça veut dire y compris le commerce du pétrole au-delà d'un certain tarif. Hein, je veux dire, ça rentre là-dedans. Et surtout protéger la réputation et l'intégrité du système financier. C'est que si les gens, quelque part, on rompt cette relation de confiance entre la banque et le reste de la société, bah on arrive quelque part dans une zone qui est particulièrement instable en termes de stabilité du capitalisme. Donc vous voyez, donc on a tous ces enjeux réglementaires, sécuritaires, économiques, technologiques. Donc on a vraiment cette obligation de connaître le client avec des outils, des personnes des dispositifs très lourds de recueil d'informations, d'analyse. On a du big data, on a de l'analyse de ce qu'on appelle adverse news, c'est qu'on dit on lit tous les journaux et on en fait la synthèse pour savoir s'il n'y a pas tel client qui est mouillé dans telle affaire illégale. Donc c'est une énorme activité, et sur une banque de taille internationale, ce genre de service, ça se compte en milliers d'équivalents temps plein. Donc c'est une fonction qui est importante. Hein. C'est pas quelque chose qu'on peut négliger si facilement que ça. Tant qu'on est au monde bancaire, mais là aussi c'est quelque chose qui structure la vie, vous avez une autre obligation qui est quand même très très importante. C'est ce qu'a introduit Mathieu tout à l'heure, c'est l'adéquation et la convenance. Ça veut dire que c'est une extension. Parce que là, c'est gravé dans le marbre pour les banquiers, mais par exemple les avocats, les médecins, quelque part, ont des notaires, ils ont des problématiques extrêmement proches. L'idée, c'est qu'il m'est interdit de proposer un service ou de contracter
quelque part, y compris de conseiller à un client lorsque je ne peux le faire que si j'ai la notion positive de comprendre que ce contrat-là, que mon client il comprend les finalités et les risques du projet, et qu'en plus ça correspond, ça fait sens pour lui. Ça veut dire que vous voyez, on rentre un peu dans le cadre, ça va au-delà de connaître le client, c'est que quelque part, c'est le rôle de conseiller à la base, ça c'est le code civil très 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 classique, mais ça veut dire que je dois vraiment m'assurer que je ne suis pas en train de faire ce qu'on appelle les emprunts toxiques ou les prêts toxiques ou faire des rentrées dans des schémas de financement qui ne sont pas du tout en adéquation avec les besoins de la personne. Ça veut dire que je dois connaître tout de son client, y compris de ses aspirations. Vous voyez, c'est qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que je vais plutôt mettre de l'argent de côté pour mes enfants ou plutôt me payer un voyage aux Baléares dans 2 ans ou faire encore autre chose? Vous voyez, c'est y compris dans la vie sentimentale, familiale, telle qu'elle existe et telle qu'elle est projetée par le client. Donc, on a une segmentation de clientèle et à chaque fois, là, vous avez certainement vu, on a du quiz, on a des jeux. À un moment, on avait même une offre chez Softeam. On a toujours une offre de gamification chez Softeam. Autrement dit, connaître les vraies préférences d'un client à la place d'un jeu. C'est du style de quel personnage de Winnie l'ourson vous êtes le plus proche. Et forcément, si c'est Bourriquet, on a droit aux emprunts d'État. Si c'est Tigrou, on a droit aux produits dérivés. Parce que derrière, vous avez la problématique très intéressante de comment révéler, comment connaître et documenter les préférences, comme quand on a fait le boulot de conseil, de transparence par rapport à ce que veut le client. Donc voilà un peu comment ça se passe aujourd'hui. Quelles sont les évolutions prévisibles ? Les évolutions prévisibles, vous voyez, c'est qu'on glisse un peu, on est parti d'une vision extrêmement technique, technologique de ce que c'est que la banque à distance, la compréhension, des choses comme ça. Et on a vu avec le côté suitability, convenance, compréhension des motivations, des besoins du client vers quelque chose qui est beaucoup plus subtil. Et en particulier, ce qui est en train de nous arriver, c'est ce qu'on appelle la silver economy. La silver economy, c'est tout le côté, c'est le vieillissement de la population. C'est que derrière la vieillissement de la population, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui ont un pouvoir d'achat au-dessus de la moyenne de la population générale et potentiellement de plus en plus de troubles de discernement. Donc il faudra adresser cette problématique-là. C'est que c'est moi, c'est mon argent, mais est-ce que ce n'est pas le rôle, on va dire, du tiers de confiance, de celui qui fait le contrat, de celui qui vend des produits, de celui qui vend des services, qui souscrit des voyages, un vendeur de voyages, c'est vrai aussi. Est-ce que typiquement, je m'adresse à la bonne personne? Là, en plus, si vous suivez l'actualité, vous avez la problématique de la majorité de l'accès à certains sites pour les populations mineures. Donc ça, c'est quelque chose, ça c'est vraiment de l'actualité, ça date d'hier. Mais voilà, donc entre les mineurs, justement tout ce qui est dégradation de l'état de santé mentale, la sénescence, Alzheimer et des choses comme ça, c'est un vrai problème. C'est que derrière, on a le problème d'avoir de plus en plus de gens qui sont justement en état d'être protégés et potentiellement de moins en moins de tuteurs et alors qu'on vit dans une société où on veut à la fois intégrer le plus de gens et leur donner de l'autonomie. Vous avez les incapacités temporaires, parce que voilà, Alzheimer, on peut me dire il y a un jugement, voilà, il y a quelque chose, on rentre dans une structure, mais regardez sur Internet, il y a des sites entiers avec des gens qui se disent samedi soir, en rentrant de soirée, j'ai acheté des trucs et des machins sur eBay, et mardi, j'ai reçu le colis, et je sais, et qu'est-ce que je m'en veux d'avoir acheté un couvre-lit Nicolas Cage. Faites une recherche sur couvre-lit Nicolas Cage, vous voyez que Agen, ça ne s'achète pas, et pourtant ça se vend. Donc vous voyez, c'est un problème. C'est moi, je suis teneur de compte. Est-ce que je me propose de protéger mon client contre ce genre de choses? Parce qu'après, le couvre-lit Nicolas Cage, c'est un truc rigolo, mais derrière, vous avez des produits d'investissement, vous avez tout un tas d'autres comportements, des achats de voyage, c'est les achats compulsifs, c'est une vraie question. Et puis ça pose des problématiques aussi, parce que oui. Qui suis-je moi en fait pour interdire telle transaction? Exactement. Une personne qui s'est déclarée comme étant saine d'esprit, etc. En fait, ça peut être très mal vécu derrière. Qu'il est saine d'esprit par ailleurs. Oui, voilà, qu'il est, mais qui peut avoir contemporairement son interaction modifiée. Quand on a la personne en face, c'est peut-être plus facile à détecter. Quand elle est derrière un ordinateur et qu'il est entre 2h et 3h du matin, voilà. C'est différent. C'est ça. Donc en fait, mais aujourd'hui, la réglementation, la technologie sont en train d'arriver.
Parce que voilà, on parle de ça, on parle de tout ce qui est personnes sous emprise, hein, donc escrocs, sectes, abus familial et ainsi de suite. Donc la addiction, on a parlé, mais typiquement les casinos, les jeux en ligne, sur la partie casino, on a cette problématique-là, les jeux en ligne. On a des outils de détection, des scores, des choses comme ça, mais on est vraiment, c'est balbutiant. Donc, et la question qui arrive, parce que comme disait Mathieu, le sujet émergent, c'est en face de moi, je n'ai pas un client, j'ai une IA qui se fait passer pour un client. Donc vous voyez, c'est une IA qui se fait passer pour un client, qui ouvre un compte, qui le fait fonctionner normalement pendant 6 mois, qui prend un crédit et qui disparaît. Et voilà. oui, parce qu'en fait, le clone parfait, effectivement, la réalité, il est difficile à voir, on l'aura peut-être jamais. Mais le deepfake, en fait, qui imite exactement votre avatar parfait, celui-là, c'est une autre histoire. Surtout si je fais le clone de personne. Oui. Voilà, c'est encore, voilà, on ne sait même pas très bien qui chercher. Donc en tout cas, la réglementation est en train d'émerger. Ça pose la question, alors on en revient, c'est toujours de la philosophie opérationnelle, c'est qu'est-ce qu'une personne, qu'est-ce que l'autonomie et l'efficacité de la conscience. C'est qu'on n'est plus sur qui suis-je et qui est la personne, c'est dans ma personne, quelle est la partie agissante qui est capable de contracter, qui est capable de porter un engagement de sa part. Donc on en est là. Donc concrètement, les techniques existent. Les techniques existent, typiquement, on fait de l'analyse comportementale, on commence à voir, par exemple, l'intonation de la voix, la manière, c'est des add-ons qui existent, par exemple, sur le navigateur Internet, hein, qui nous permettent de savoir, en fonction de la manière qu'on a de manipuler la souris, les tests de savoir si je suis un robot ou pas, ou alors si je suis en colère ou pas, ou alors si je suis sous l'emprise d'une substance quelconque. Aujourd'hui, on est capable de déterminer la substance en cause. Dans un niveau suffisamment fort. La question se pose, est-ce qu'on est obligé de le faire? Est-ce que c'est une obligation de protection? C'est comme j'ai une licence 4, je n'ai pas le droit de servir de l'alcool qui est déjà en état d'ivresse manifeste. Voilà, je suis eBay, est-ce que j'ai pas quelque part le même niveau de sécurité à assurer à mes propres clients? Ou alors, on peut imaginer que c'est peut-être juste un moyen de déclencher une authentification plus forte parce que j'ai une suspicion que ce n'est pas la bonne personne. Ou alors c'est un service payant. C'est vous connaissez vous-même, pour 5 € par mois, on va vous donner une sécurité supplémentaire. Juridiquement, moi je suis protégé, je suis teneur de compte, je ne suis pas en train de bloquer l'accès à quelqu'un à ses propres comptes, je l'autorise, enfin en gros il m'a demandé de le faire. Pour protéger les personnes vulnérables, hein, des personnes exactement, oui. contre des arnaques, vos conseillers bancaires, etc. Il y a des services qui sont en train de mise au point aujourd'hui pour écouter, on va dire, les conversations et détecter des comportements de tiers qui sont frauduleux et qui derrière avertissent discrètement la personne pour dire attention, là vous êtes en face d'un cas d'escroquerie. Exactement, on vous signale. Et en fonction d'un certain niveau, bah, typiquement les gens comme Google, comme Amazon, c'est un peu ou Facebook, c'est un peu le cœur de leur métier de connaître ça. Donc d'un côté, ils manipulent les gens, ils arrivent à faire de l'addiction, ça veut dire qu'ils maîtrisent ça. Et c'est beaucoup à base d'IA d'ailleurs. Et on voit qu'il y a une course-poursuite parce qu'en même temps que l'IA se perfectionne, on a un perfectionnement des deepfakes et on a un perfectionnement des contre-mesures. C'est ça. Et donc tout ce qui manque aujourd'hui, c'est la petite pierre au-dessus de tout ça, c'est le cadre réglementaire. Mais on y travaille, donc chez Softeam, on est en train de regarder ça. Donc il y aura forcément une analyse, une offre et ainsi de suite. Voilà, donc derrière, vous voyez, donc on a vu un peu connaître son client. Notre discours, c'était volontairement, pour aller au plus simple, on a regardé le client, bah c'est notre client. Le client un peu dans le monde de la finance, du commerce, des voyages, des choses comme ça. Mais derrière, on a la même notion, c'est je connais la personne. Ça veut dire, est-ce que je connais mes employés? Ça peut être de la fraude, ça peut être de la promotion. Donc derrière, c'est très très lourdement encadré parce que vous avez toute la loi sociale française qui vient par-dessus tout ça. Il y a la notion je connais mes fournisseurs. Et ce qui me dit que c'est le vrai fournisseur, que c'est le bon fournisseur, que c'est pas un voyou, un escroc ou quelqu'un qui fait des choses que je n'ai pas envie de faire. C'est se connaître moi-même. C'est qu'est-ce qui fait que je suis différent des autres et peut-être les risques, les opportunités. Bah, quelque part, c'est la même question, c'est qui suis-je et comment je peux rentrer ça en forme d'algorithme et qu'est-ce qui va en sortir. Donc voilà, en tout cas, il existe. Bah voilà, et après, il y a des sujets vraiment très très spécifiques. Nous, chez Softeam, on a travaillé, c'est sur une mission, c'était de l'analyse des récits de vie des candidats à l'asile. Vous voyez, pour bien voir la personne qui est réellement persécutée, et il faut absolument lui faciliter la tâche, par rapport à quelqu'un qui a manifestement rien à voir avec ça, et la zone grise où on va concentrer l'intelligence des agents du service public là-dessus.
peux vous dire que ça soulève des questions éthiques et Ah bah oui. réglementaires absolument incroyables. Hein. C'est ça. C'est pour ça qu'on s'est dit que c'était intéressant d'en parler. Voilà. Et puis après, moi, je suis restaurateur. Moi, si je pouvais détecter les clients mystères du guide Michelin au moment de la réservation, je paierais cher cette information-là. Voilà. Ça, c'est un exemple. C'est un autre truc sur lequel on peut travailler. Et donc, vous voyez, et avec tout ça, l'IA qui va absolument bousculer les règles, les codes et ainsi de suite. Donc concrètement, la stratégie, c'est quoi? Là, on revient, vous voyez, on parle de philosophie, on parle de cadre, il y a des projets, il y a des choses comme ça. Donc c'est quoi la stratégie? Donc pour nous, notre conviction, c'est que c'est un vrai sujet transversal. C'est qu'on parle de la sécurité, de la qualité des produits et services. Ça veut dire en gros ce qu'on disait dans les années 90 de l'excellence opérationnelle. C'est de la capacité à prendre des décisions et les transformations porteuses de valeur. Donc là, on est vraiment du connais-toi toi-même des philosophes grecs au big data et de l'intelligence artificielle. Donc quelque part, c'est toujours la même histoire avec des outils beaucoup plus sophistiqués. Quelque part, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des transformations, c'est des projets, c'est de la stratégie. Donc toi, Mathieu, qui a une vraie expérience, enfin meilleure expérience que moi sur ces projets-là, dis-moi ce que tu en penses. Mais... Oui, en fait, on voit qu'on est vraiment à la croisée des chemins aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a une véritable accélération en fait comment dirais-je, des transformations au sein des entreprises aujourd'hui, une transformation qui aujourd'hui est portée par l'intelligence artificielle, mais par tout un tas d'autres sujets. On a eu dans un premier temps, en fait, je dirais, de l'informatisation, puis de la digitalisation des process, maintenant l'intelligence artificielle qui vient encore révolutionner tout ça. Et on voit que les sujets s'enchaînent, hein, je dirais même quelquefois difficile de suivre, tellement, en fait, tous les jours apportent son lot de nouveautés. Alors un autre lot de nouveautés qui, je dirais, nous éblouissent quelque part par tout ce que ça apporte comment dirais-je, de positif dans la société, mais il faut savoir qu'il y a aussi l'autre pendant, c'est tous les risques que ça amène et comment, en fait, ça amène une réflexion, savoir comment est-ce qu'on peut se prémunir des risques. Donc nous, effectivement, on accompagne en fait les sociétés sur la réflexion de haut niveau qui permet d'intégrer en fait toutes ces nouvelles technologies au sein du système d'information de l'entreprise. Donc ça passe par une démarche générale qu'on appelle l'architecture d'entreprise. Cette architecture, elle s'appuie sur un standard, c'est le standard TOGAF typiquement, qui permet déjà de poser la problématique. Donc tout part du besoin, se donner une vision en fait sur quelles sont les problématiques, qu'est-ce qu'amène l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça peut amener de positif, quels sont les use cases, qu'est-ce que ça apporte comme risque aussi, je dirais, comment est-ce qu'on arrive à les contrer. Donc on définit notre vision business, d'accord. Une fois qu'on a ça, on descend en fait progressivement pour arriver sur des implémentations et des solutions concrètes. Donc en passant sur l'impact sur les processus au sein de l'entreprise, la version actuelle, la version future vers laquelle on veut aller, la déclinaison dans tout l'écosystème applicatif de l'entreprise, alors ce qui est souvent assez complexe, parce qu'on parle de grandes entreprises qui souvent disposent de systèmes d'information avec des milliers et des milliers d'applications. Définir effectivement là où il faut intervenir de la manière la plus efficiente possible pour pouvoir couvrir, je dirais, les besoins qui ont été exprimés et répondre aux enjeux, différentes problématiques de risque qui sont rencontrées, jusqu'à en faire quelque chose de performant, d'efficient, et qui puisse évoluer, qui soit adaptable, prendre en compte un gros enjeu de l'informatique d'entreprise, c'est de prendre en compte non seulement le besoin métier tel qu'il est exprimé, mais également tout ce qu'on appelle les exigences non fonctionnelles, qui sont les mêmes d'ailleurs définies par une norme, qui n'est pas toujours connue, la norme ISO 25000 Square, typiquement, qui dit, voilà, vous avez les exigences fonctionnelles, mais vous avez aussi tout ce qui est non fonctionnel, la sécurité, la performance, l'interopérabilité, etc., etc. Donc ça, c'est important de pouvoir le prendre en compte dans une problématique globale qui soit complètement normée et maîtrisée. C'est ça. Parce que voilà, on a vu, c'est que, vous voyez, quand on va parler de toutes les réglementations qui s'imposent, la plus ancienne des réglementations dans le lot, elle date de 2018. Ce qui reste très récent. Et tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a encore des choses dans le tuyau. Ça veut dire que c'est une fonction qui est à la fois centrale dans l'entreprise, c'est connaître le client, connaître son activité, se connaître soi-même. Mais d'un autre côté, il faut être absolument au fait et être en capacité de s'adapter un peu à la dernière évolution qui n'est pas encore en état de gestation chez nos régulateurs. Ça veut dire que tout ça, on est vraiment encore à mi-chemin par rapport à tout ce qu'on peut imaginer.
Donc tout ça, ça veut dire qu'il y a un pilotage. C'est une fonction qu'on doit connaître, qu'on doit intégrer dans le pilotage stratégique de l'entreprise. Et ben je vous rappelle, parce que je ne vous l'apprends pas, que Softeam Consulting, on a quand même, c'est un peu le cœur de notre expertise, le cœur de notre métier. Donc on a, avec tous les exemples qu'on vous a donnés, la plupart des exemples, c'est du vécu. C'est des vraies missions que nous avons eues. Donc là, on a mis tout ça dans le même panier pour montrer un peu, pour prendre du recul et ainsi de suite. Mais quelque part, on est fondamentalement, voilà, c'est notre métier. Donc si vous voyez des sujets comme ça, n'hésitez pas à se rapprocher de nous et on va voir comment on peut vous aider. Parce que derrière, comme je dis, il y a des sujets qui sont... il faut vraiment prendre du recul et avoir une vraie vision stratégique de ce dont on parle. Voilà, je pense qu'on est arrivé à la fin de l'exercice. On est parfaitement dans les délais. Du coup, est-ce qu'on a peut-être quelque chose d'autre à raconter et sinon, l'idée, c'est que si quelqu'un a une question, qu'il n'hésite pas à nous la transmettre. Moi je vois juste une question, c'est une information, quelque chose qui nous arrive. C'est que oui, il existe un rapport entre ce dont on vous a parlé la semaine dernière sur le IA Act, donc la réglementation l'IA et la connaissance de la personne. C'est que vous voyez, l'IA Act, c'est un outil, mais dont la finalité, c'est connaître les questions. Donc, connaître les personnes. Donc, dans les usages risqués et réglementés, quelque part, avec d'autres mots, on parle de la même chose que RGPD, que IA Act et quelque part, qui suis-je, qu'est-ce que la personne en face de moi et qu'est-ce que j'ai le droit d'utiliser comme technologie pour faire quoi avec. Voilà. Est-ce que tu as peut-être d'autres... Parce que là, je vois pas d'autres questions. Non, je pense qu'on a abordé tout. Bon, je vois qu'il y a une petite erreur là sur mon nom là. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui a usurpé mon identité, ça? Peut-être. Je sais pas. Il faudra que je vérifie quand même. On ne sait oui, jamais. Oui, c'était un test, oui, voilà. Je suis sûr que c'est toi qui l'as fait. Très peut-être bien. Mon clone, peut-être lui. Voilà, mais en tout cas, on n'a rien vu, donc voilà. La preuve, ça marche. Voilà. C'était un test. Écoutez, est-ce que je refais encore un appel, je regarde le fil de la discussion, est-ce qu'il y a peut-être une autre question encore? Non, sur EIDAS 2025, on n'a pas encore suffisamment de billes pour vous raconter quelque chose d'intéressant, mais ça viendra. Écoutez, moi je vous dis merci. Merci Mathieu. Merci à tous. Merci Yanouche. Merci à tous.